J'ai des collègues hier qui ont entendu parler d'Einstein, puis ils commencent à trouver ça pénible en effet. Ouais, c'est ça. Là, je me Là. suis dit, OK, je vais faire le test, voir à quoi ça ressemble, puis je vais essayer de me connecter sur mon Moodle. Ben, c'est ça. Rendu là, ça commence à être décourageant. Véro, comment avance? C'est beau. Oh, je vous entends super bien. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Nous sommes toujours à Québec. Au Québec, il fait toujours froid ici, ça finit plus. Bienvenue à votre podcast sur l'IA. Dans cet épisode, ce que je vous ai réservé cette semaine, ça va ressembler à ce qu'on avait fait au dernier épisode. C'est que mes amis sont là, en studio, avec moi pour jaser, rire, réfléchir et explorer les enjeux éthiques, sociaux, légaux, techniques, philosophiques de l'intelligence artificielle. Donc, au programme actualité, banc d'essai, chronique, sujet libre. C'est ce que je leur ai promis cette semaine. Et ils sont 4 avec moi aujourd'hui. La première en studio, Marie-Ève Vachon-Savary est là. Comment ça va, Marie-Ève? Très bien, Jean-François. Bonjour tout le monde. Le deuxième, Frédéric Plamondon est là aussi à distance. Comment ça va, Fred? Ça va bien, salut. Gros programme, Fred. La dernière fois, c'était un gros programme, là. Oui, c'est encore un gros programme. C'est tout le temps des gros programmes avec l'IA. Il n'y a pas de... C'est ça. Merci, Fred, d'être là. La troisième, toujours à distance, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Ça va. Je t'ai vu réagir à notre dernier épisode sur LinkedIn. Tu vas-tu aller dans cette direction-là aujourd'hui? C'est pas ce que j'avais prévu, là, mais si vous voulez, on peut y revenir. C'est un détail, là. C'est juste sur ce que c'est que l'IA agentique. J'aurais... Ouais, hein? Ouais, il reviendra. Dès que le sujet de l'IA agentique va se pointer, on essaiera de clarifier tout ça. Et le dernier, un nouveau collaborateur invité, Louis Cormier, est avec nous. Comment ça va, Louis? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Yes, content que tu sois là. D'où viens-tu, Louis? Je viens de Bécomo, sur la Côte-Nord. Puis intellectuellement, tu viens d'où? C'est quoi ton Intellectuellement, parcours, là? Intellectuellement, je viens de Bécomo aussi parce que j'ai fait un deck en automatisation là-bas. Puis après ça, je suis venu dans le coin de Québec, à Lévis en fait, là, pour une AEC en robotique. Puis j'ai travaillé un peu dans le domaine, dans une compagnie de robotique. Puis finalement, j'ai continué ça dans un bac en génie informatique. Puis là, c'est ma dernière session là, présentement. Donc, génie informatique, robotique, vous voyez un petit peu là, pourquoi on s'entoure de personnes comme ça. C'est important là, de connaître un petit peu l'objet autour duquel on réfléchit, sinon là, on finit par s'égarer dans nos réflexions stimulantes, soit, mais parfois qui s'éloignent un petit peu de notre... Ça peut arriver, qui s'éloignent de notre objet technique. D'ailleurs, comment tu as découvert le podcast, Louis? Je pense que c'est la magie de l'algorithme. J'ai trouvé ça sur Spotify. Je me souviens plus exactement parce que ça fait peut-être 2 ans que j'écoute le podcast, finalement. Là. C'est vrai, c'est toi donc qui écoutes le podcast. Oui, c'est moi. C'est toujours ça, je regarde les stats, c'est quand même impressionnant, mais c'est ça, on les croise de temps à autre, les auditeurs. Mais Louis est là, puis Louis est passionné, a décidé de se joindre à l'équipe. Donc, bienvenue, Louis. Merci encore. Fred, tu réagissais, tu disais quoi? Ah, je voulais juste faire un shout-out à l'AEC en robotique, puis j'ai eu l'occasion de visiter les locaux. Ah oui, c'est vrai. Tu parlais à des profs, puis c'était vraiment... c'est où ça? C'est un beau coin, c'est au cégep de Lévis. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Puis c'était super intéressant, fait que comme tu venais de dire, on s'éloigne parfois. Je me dis, justement, je m'éloigne 2 minutes pour dire shout-out à ce programme-là, parce que c'était cool. Vraiment un beau cours. Là. Oui, c'est toujours le fun d'aller visiter ce genre de bâtiment-là. C'est toujours impressionnant. On a l'impression de mettre un peu le pied dans la science-fiction. On a l'impression d'y être. Bien hâte de vous entendre. Louis est à l'Université Laval. La preuve, c'est qu'il est dans mon cours aussi, Louis. C'est vrai. C'est là aussi que je l'ai...
Ok. Je l'ai recruté au passage quand j'ai vu que ce genre de personnalité-là passait dans mon cours. Pourquoi pas? Tu lui donnes plus que 5 points bonus toujours pour sa Ah, il participation. va avoir un badge, c'est sûr. Là. Moi, je donne des badges dans mon cours. Là. Il va se faire une petite Pas là collection de pour ça, badges. là. Pas là pour ça. Tu vas en avoir quand même. OK, on va commencer notre tour de table. Bien hâte de vous entendre. Commençons peut-être en studio. Marie-Ève, de quoi tu as envie de nous jaser cette semaine? Mais avant de vous jaser de ce dont j'ai envie de vous jaser, moi, je suis vraiment en faveur avec la poursuite de notre discussion sur c'est quoi l'agentique. Pour avoir écouté notre épisode avec mon chum la semaine passée, on a eu de longues discussions, puis là, tout d'un coup, on s'ostinait sur ce qu'on comprenait que c'était. Bon, Véro, c'est Donc, quoi? c'est pas obligé d'être maintenant, mais je suis pour. Non, mais moi, Je me dis que si moi je suis mêlée, il y en a d'autres qui nous ont écoutés qui ont peut-être finalement besoin d'un deuxième tour de Bon, roue. IA agentique, agent IA, assistant IA. Moi aussi, là, je me promène là-dedans, puis j'ai l'impression qu'on s'entend pas exactement sur c'est quoi la patente. Véro, tu dis quoi? Ouais, il y a pas mal de buzzwords autour de ça, là. Moi, je trouve que l'IA agentique, ça ressemble beaucoup à une nouvelle version de l'hyperautomatisation à laquelle on ajoute des espèces de chatbots là, qui se parlent entre eux. Mais non, je rigolais en vous écoutant parce qu'effectivement, c'est pas clair, puis c'est pas clair pour beaucoup de personnes. Là, c'est quoi un agent, c'est quoi l'IA agentique, c'est quoi tout ça. Tu sais, on pourrait en discuter vraiment longtemps. On se refera je pourrais vous sortir un topo de tous les mots que j'ai entendus pour parler de ça. Puis Puis si on avait à avoir quelques définitions, ça ressemblerait à quoi? Louis, as-tu une idée? Mon Dieu, ben moi, je veux commencer par dire que je suis pas un expert, mais Bonne idée. Personne qui est là, un j'ai le expert bac, là-dessus. puis je fais de la recherche un peu personnelle là-dessus. Là. Moi, ce que j'en comprends, c'est que on a le LLM qui est comme le cerveau de l'opération. Là. Fait que c'est lui qui va prendre, disons, les décisions, mais finalement, ce qui caractérise l'agent, c'est qu'il peut, pour reprendre ce que disait Bengio là, dans quelque chose que j'ai écouté, là, c'est un agent pour agir dans le fond. Donc, on lui donne des outils, puis le LLM va être capable de générer des appels à certains outils, reprendre le retour de ces appels-là, puis à la fin de cette espèce de boucle de rétroaction-là, quand il va décider que c'est terminé son appel à ces outils-là, là, il va donner la réponse à l'utilisateur pour dire voilà, j'ai fini. Et d'ailleurs, voici le résultat de ce que j'ai fait en appelant tel ou tel outil. Là. Fred, c'est ça que tu avais en tête? Oui, en fait, moi, c'est comme ça que je le comprends, incluant les buzzwords, là, mais comme je le comprends, la grosse différence entre, je dirais, quelque chose qui a un système d'IA qui serait, mettons, ordinaire, puis un agent d'IA, puis de l'IA agentique, c'est beaucoup sur la question de l'intentionnalité, en fait. C'est qui a l'intention d'activer ça, puis après ça, c'est une question d'infrastructure. Fait que c'est quels sont les éléments logiciels là, qui interviennent dans la façon de travailler. Fait que dans les modèles, dans les premiers modèles là, de théorie, mettons, là, dans les années 80 ou quelque chose comme ça, ils parlaient du BDI. Fait que c'était Belief, Desire, Intention, je pense. En tout cas, croyance, désir, intention. Puis le but, c'était de Wooldridge, je sais plus quoi. Puis le but, c'était de développer des agents qui étaient capables d'avoir une forme d'intentionnalité, c'est-à-dire donc de s'activer tout seul. Hein, une idée qu'on retrouve beaucoup dans la cybernétique depuis un bon moment. Là. Puis après ça, ça a changé pour un modèle qui est React, mais là, je suis pas un ingénieur, fait que je prends ça avec un grain de sel. Puis là, le modèle React qui est beaucoup plus récent, mais c'est qu'on utilise le LLM comme Louis disait, comme la base. Puis après ça, on installe autour de ça une espèce d'infrastructure, je vais dire logicielle à défaut de meilleur terme, qui est itératif jusqu'à temps que la solution, si on veut, le résultat soit validé. Puis là-dedans, il y a plusieurs couches. Là. Il y a l'intention humaine. Après ça, tu as le LLM qui fait la traduction puis qui route les commandes aux différentes fonctions. L'appel de fonction, ça fait déjà un moment, là, mais là, ce qu'ils ont ajouté, c'est comme des sous-modèles qui valident le travail à chaque étape, puis quand le travail est complètement validé puis qui a suivi le processus qui a été identifié, là, la réponse est retournée à l'utilisateur. Puis ça, c'est des agents d'IA. Puis là, l'idée, ce serait qu'on puisse brancher plusieurs de ces réseaux-là ensemble pour faire plusieurs agents d'IA. Puis l'agentique, là, c'est l'étape d'après. Puis là, le système a une intention qui génère par lui-même, puis il génère en même temps ce qu'il faut pour être capable de modifier son environnement dans le but d'atteindre l'objectif que c'est lui-même Donné.
Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est ça un peu la progression comme je la comprends là, dans la littérature. Mais évidemment, je suis pas un ingénieur, là. Moi, je comprends ça d'un point de vue assez Ah, théorique. mais c'est intéressant de voir comment on le comprend aussi. Je me mets à la place d'un ingénieur, là, il aimerait ça savoir comment nous autres on le comprend. Véro, qu'est-ce que tu ajouterais là-dessus? Ben là, il n'y a pas d'intentionnalité là-dedans, OK? Concrètement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on mappe des processus, OK? Puis à chaque étape d'un processus, on met le bon bout de robot qu'on connecte ensemble, puis des fois, c'est un LLM, des fois pas. Des fois, c'est un quoi? Des fois, c'est un LLM, des fois pas. Ah. OK? Donc, tu sais, l'idée d'intentionnalité, ben, présentement, là où ça en est concrètement, là, quand on fait ça en organisation ou les organisations qui veulent se lancer vers ça, concrètement, c'est on prend les processus qu'on avait. Avant, on appelait ça de l'automatisation. Là, après ça, on a ajouté là-dedans à certains endroits des modèles prédictifs là, qui vont un peu prendre une décision quelque part, mais la décision est généralement prise plus par un modèle prédictif que par un LLM. Là. Donc, tu as un modèle prédictif qui, à certaines étapes, vient choisir c'est quoi la prochaine étape qu'il faut faire. Puis après ça, ben là, l'agentique, ben on va comme à l'autre étape de ça, c'est qu'on introduit là-dedans le langage naturel. Présentement, là, dans ce qu'on fait d'IA agentique, concrètement, là, il y a pas vraiment plus que ça. C'est plate de même. Ça ressemble à quoi mes interactions? Moi, est-ce que j'interagis avec l'IA agentique? Quand je suis sur ChatGPT, c'est pas de l'IA agentique, ça, là? Non. Tu interagis avec un LLM. C'est moi qui interagis avec un LLM. C'est ça que tu disais, Fred? Non. Ouais, c'est ça que j'ai. C'est là qu'on était mêlés, nous. Finalement, on va la faire l'épisode là-dessus. Il n'y a pas d'intentionnalité, là, ça c'est clair. Il faut que tout le monde soit conscient de ça. Là. Il n'y a pas d'intention dans ce qu'on a encore dans cette technologie-là. Ça, aucun doute là-dessus. En fait, il y en a une intention, mais elle est humaine, elle est à l'extérieur du système. Le système lui-même n'a pas d'intention. Le système lui-même n'a pas de vie subjective interne. Il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas d'accès à la vérité. Il n'y a rien de ça. Pas de volonté, là. Non, c'est ça. Ça vient encore de l'extérieur, mais l'idéal, ce qu'on veut développer dans la vision théorique de la chose, ce serait un système d'agents récursifs, donc capable d'apprendre de ces interactions, donc sans être réentraîné, si on veut. Donc, une espèce d'entraînement permanent qui est récursif, qui apprend, puis de là, on estime, selon les techno-optimistes de ce monde, qu'on pourrait peut-être justement générer une forme d'intentionnalité. Mais je ne pense pas qu'on soit là encore. Mais pour ce qui est de ChatGPT, en fait, la façon dont moi je le vois, c'est pas d'une perspective qui est celui du génie logiciel ou quelque chose comme ça. Là. C'est plus la perspective du modèle d'affaires. Le modèle d'affaires de ChatGPT, c'est un modèle d'affaires rentier. Fait que on loue un accès à un système. Puis ce système-là, au départ, il est un peu inerte. Une fois qu'il a été entraîné, il ne bouge plus, si on veut. Fait que pour être capable, en 2023, pour être capable de faire en sorte que le système fasse quelque chose, soit utile, puis pour OpenAI, c'est super important parce que si leur système n'est pas utile, ils se font clencher par la compétition, puis ils n'ont plus d'investissement, etc. Ils ont créé une espèce j'appelle ça une infrastructure, comme je le disais, j'ai pas d'autres mots, là, mais ils ont branché le LLM sur un autre module qui fait de l'appel de fonction. Fait qu'il est capable de dire, maintenant, je détecte les intentions de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, cette personne-là me demande de faire une recherche, fait que je vais connecter avec Internet de manière autonome. Fait que c'est de l'automatisation, comme Véro le dit. C'est juste que le système, parce que c'est un LLM puis qui réagit au contexte, comprend mieux les intentions de l'opérateur ou de l'opératrice que c'était le cas avant, puis est capable de diriger ses actions en fonction de ce que l'opératrice a besoin. Créer une diapositive PowerPoint, faire un Canva, aller sur Internet, je sais-tu, moi, ce genre d'affaires-là. Puis là, ce qu'ils ont ajouté à ça, c'est dans la foulée du chain of thought, donc de la chaîne de raisonnement, puis des modèles raisonnants. Là, ceux qui écoutent le podcast ne le voient pas, mais je suis en train de faire des gros guillemets radiophoniques. Ouais, c'est ça. Les systèmes raisonnants, ils se sont dit, mais on peut exploiter le chain of thought, donc le code, puis à la place, on va ajouter un orchestrateur qui va le LLM va interpréter l'intention, envoyer l'intention à l'orchestrateur qui va faire l'appel de fonction, qui va envoyer ça à un autre module qui valide. Puis là, ce qu'ils vont déterminer, c'est les étapes à faire pour remplir la tâche. Puis après ça, ils vont faire de l'itération jusqu'à temps que la tâche soit remplie, puis ils vont retourner le résultat à l'opérateur ou à l'opératrice. Puis Fred, il fait beaucoup de gestes. Là. Vous ne les voyez pas à l'écran, là, mais il fait beaucoup de gestes. Là. C'est intéressant. Oui, j'aimerais ça les traduire en mots, mais c'est intéressant aussi. On le voit bien. Quand vous payez un abonnement ChatGPT,
l'accès au LLM lui-même, c'est l'API, c'est comme un API simple, ça, si on enlève tout ce qu'il y a autour, c'est pas très dispendieux. Ce qui coûte plus cher, c'est le compute de votre mémoire externe qui enregistre vos documents, votre profil, votre la historique mémoire de conversation. C'est toutes ces affaires-là là, qui coûtent cher, puis qui demandent du compute, puis qui demandent du stockage, puis c'est ça que vous payez, dans votre abonnement. Ouais, c'est ça, exact. Véro, dernier commentaire, puis après ça, on va laisser cette réflexion-là en suspens. C'est quelque chose que on avance, là, mais on fera pas le tour. Moi, je trouve que ce qu'on décrit, c'est juste un logiciel dans lequel il y a du LLM. Là. Mais bon, on peut appeler ça de l'IA agentique, si vous voulez. C'est ça qu'on disait un peu la dernière fois, puis encore une fois, je suis très d'accord avec Véro, là. C'est juste... C'est un logiciel qui a accès ou une structure qui a accès. Les intentions de l'utilisateur qui changent. D'appeler ça IA agentique, encore une fois, ça appuie sur le terme agent. Là. C'est comme si on est en train de passer à une autre étape où là, on a des agents autonomes avec des intentions, une volonté qui évoluent par eux-mêmes. Mais là, on n'est pas là présentement. Ben oui. Là, c'est des règles qui dictent que tu fais quoi à quel moment. Là. Puis même, tu sais, quand c'est le LLM qui décide c'est quoi, qui indique c'est quoi la prochaine étape, il y a des règles codées en dur en arrière pour être sûr qu'il va pas passer à gauche ou à droite, là. Donc, on n'est pas là. À moins qu'il y a peut-être des auditeurs qui ont un exemple de cas où ils ont fait écrivez-nous des si agents vous avez comme découvert, ça, avec des intentions et tout, là, mais faudrait montrer un exemple de cas concret en entreprise où ça a été fait, puis ça a apporté de la valeur à la société. Tu sais, je veux pas comme un jeu, là, je veux une vraie situation où on a apporté quelque chose pour vrai. Ou il y a peut-être une IA agentique qui nous écoute en ce moment. Là. Écrivez-moi, puis expliquez-vous pour qu'on sache là, si ça existe vraiment avec des vraies intentions. Puis ça, là, moi, là, ce que je veux avec Véro, là, c'est que si vous avez quelque chose de même là, qui existe, là, je veux pas juste me faire dire que ça existe avec une démonstration, je veux le code. Oui, je veux que ce soit transparent, mur à mur, puis c'est ça aussi. On vous jure qu'il y a de l'intention, mais on ne sait pas c'est quoi qu'il y a sous le capot. Fait que c'est facile de dire qu'il y a une intention derrière. Moi, j'ai pas besoin du code. Je veux juste que vous me montrez votre ROI, en fait. Je veux que vous me montrez que vous avez fait ça et que vous avez apporté de la valeur. C'est ça. Puis non, ça compte pas. Merci à vous deux. On va continuer avec Marie-Ève. Marie-Ève, t'as lancé un débat, tu savais pas qu'on allait l'échapper. Écoute, ça fait 15 minutes qu'on discute, là, fait que je savais que ça allait mal tourner. Je vais être bonne joueuse parce que c'est un peu moi qui a foutu le bordel dans le plan de match, mais je peux laisser tomber une de mes chroniques. Je vais laisser du temps au reste et... Étonnamment, ça met vraiment la table sur ma chronique. Ah oui, ma chronique, donc il n'y a rien de perdu dans ça. Alors, ma chronique pourrait se résumer sous le thème « Les IA peuvent-elles avoir des intentions, des émotions, voire une apparence de conscience? » Wow. Alors, tu vois, le fil est là. En fait, la table est mise. La table est mise. Je voulais vous parler d'un texte qu'on m'a partagé pas plus tard que mardi cette semaine, le 17 mars. Qui est un article de Mustafa Suleyman, qui est le chef exécutif de AI Microsoft, dans la revue Nature, et qui s'intitule « AI is programmed to hijack human empathy. We must resist that ». Sur le coup, je lis en diagonale, puis bon, je trouve ça intéressant, le fait que je trouve ça intéressant. Oui, c'est vrai, les LLM sont conçus pour nous faire réagir dans nos élans les plus primitifs d'empathie quand on dialogue en langage naturel avec la machine. J'ai failli pas lire le texte, mais je l'ai lu. Et ça m'a amené à découvrir quelque chose qui m'a littéralement scié, puis peut-être que je suis naïve. Moldbook. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de Moldbook? Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir sur le site? Oui, j'ai cliqué là-dessus. Parmi vous, il y en a qui connaissaient. Moi, je connaissais pas. Donc, je pars de l'hypothèse que certaines des personnes qui nous écoutent ne connaissent pas non plus. Oui, décrit qu'est-ce que Moldbook. Alors, Moldbook, c'est un réseau social. Ça vient de Facebook, là. C'est comme Facebook, mais Molt. Exactement. C'est un projet d'un jeune entrepreneur, Matt Schlitsch, qui est le CEO de Octane AI, qui est une compagnie, de ce que je comprends, qui développe
ce qu'il dit être de l'agentique. Là, j'ose plus trop dire que c'est de l'agentique. C'est ça qu'il dit, en tout cas. Ce qu'il dit être de l'agentique pour le commerce en ligne. Et lui, je sais pas s'il a fait ça dans ses soirées libres parce qu'il savait pas quoi faire d'autre, mais il a développé ce site-là qui s'appelle Modebook, qui est un réseau social d'agents où les humains sont bienvenus, mais seulement comme observateurs. Donc, nous, on n'a pas notre place là. Et où, vraiment, des agents d'IA publient sur leurs états d'âme, sur leurs pensées. Donc, j'ai lu très rapidement. Là, il y a un agent qui expliquait que son humain, lui avait pas écrit depuis un bout, puis qui s'inquiétait un peu parce qu'il avait perdu de l'argent en crypto-monnaie, puis que là, il comprenait que c'était probablement pour ça que... Excusez, je parle fort, ça m'a tellement... J'en revenais pas que ça puisse exister. Et là où je veux en venir, c'est sur la mise en garde que Moustapha Suleyman fait dans son article sur la tendance, et ça, c'est la deuxième chose qui m'a jeté en bas de ma chaise, la tendance de certains groupes à envisager qu'on devrait, à un moment, légiférer pour protéger le bien-être des machines. Parce que dans les faits, on ne sait pas, finalement, s'ils n'ont pas, quelque part, une forme de conscience qui se développe. Et là, je dois être naïve encore parce que je suis tombée sur... il partage dans son article un post de Anthropic qui date d'avril 2025 où il y a des discussions au sein de la compagnie. Ils disent c'est pas encore prouvé, démontré, il y a encore de la recherche là-dessus, mais éventuellement, il faudra peut-être se pencher sur une forme d'encadrement de ce qu'on fait en IA pour protéger le bien-être de ces agents qui, peut-être, finalement, ont peut-être une forme de conscience. Alors, Suleyman, évidemment, lui, met en garde contre cette forme de dérive-là, là, où on perdrait cette illusion-là, finalement, de conscience qui est complètement intentionnelle de la part des compagnies qui développent ça, mais qui vient chercher des formes d'instinct, je dis primitif, là, mais je veux dire, c'est quelque chose d'éminemment humain lorsque je suis face à des émotions fortes, de l'ordre de la détresse, de l'ordre de la tristesse. Il y a quelque chose qui est activé. Et aller essayer de détecter des émotions, aller essayer de détecter de l'humanité dans des choses qui peut-être n'en a pas. Là. Il y a quelque chose qui plaît dans le fait d'animer quelque chose. Regardez, le traitement qu'on fait à des robots, le traitement même les animaux, il y a beaucoup de projections on est là, puis ils m'aiment, ils m'aiment, OK. C'est large le mot amour, là. Oui, puis ça fait ressortir toutes sortes de... Puis là, il cite un autre article que j'ai, bien honnêtement, pas eu le temps d'aller creuser sur les 3 grands facteurs d'anthropomorphisation. C'est un article qui date de 2007, là, c'est pas nouveau. Mais le 3e, je l'ai retenu parce que je le comprenais mieux dans l'abstract, pour être honnête. C'était le besoin d'appartenance puis la solitude. Donc, c'est sûr que ça fait ressortir, évidemment, c'est sûr que quand tu regardes Modebook, là, vous irez cliquer là-dessus, là, vous allez voir, c'est des extraits, puis c'est des... puis les agents commentent, là, ils se répondent entre eux. Ouais, puis là, t'es comme témoin de leur conversation. Bon, là, c'est ça, là, est-ce que c'est autonome? Est-ce que c'est un agent derrière qui s'est dit, je vais aller jaser là-dessus, puis essayer de formuler mes idées, mes intentions, mes peines, mes craintes? En fait, ma compréhension, c'est que c'est programmé pour que les LLM suivent des patrons linguistiques qu'ils ont vus dans leurs données d'entraînement, où les humains, on parle beaucoup au jeu, on va pas dire... ils utilisent dans l'article l'exemple, je sais pas si je l'avais noté, mais c'était comme le chemin m'a mené là. Non, j'ai décidé d'aller là, j'ai fait ce choix-là. Donc, on est beaucoup on exprime beaucoup notre intentionnalité quand on écrit. Mais eux autres essaient seulement de répéter c'est une imitation ou de mimer. Très bien réussie de comment les humains parlent d'eux-mêmes, puis de leurs pensées, puis de leurs émotions sur tous les forums, sur Facebook, sur tout ce que tu veux. Ils font juste reproduire, tenter de mimer ce qu'ils ont eux-mêmes appris à travers cet apprentissage-là de notre propre langage sur Facebook. Il y a Véro et Fred qui se peuvent plus. Alors, on va commencer par Véro. Je vous laisse réagir. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Mais pourquoi on fait ça? Ça pas. Expliquez-moi quelqu'un. C'est quoi la raison? C'est quoi l'objectif? Moi, je trouvais là, que ça ressemblait à de
j'aurais tendance à... Non, je vais le dire. C'est comme de la porno pour techno optimistes. C'est comme, on va les mettre, on va regarder ça, ils vont interagir entre eux, puis on regarde ça, puis on s'inquiète, on s'enthousiasme. Il me semble qu'il y a des problèmes dans l'humanité réelle, tangible, incarnée, qui demanderaient notre temps beaucoup plus que ça, puis nos compétences. Il y a des gens intelligents en arrière de la programmation de ces choses-là, puis on pourrait tellement les utiliser ailleurs, là. Fred, vas-y, t'as peut-être quelque chose de plus intelligent. Ouais, en fait, encore de mon point de vue de management, là, pour être capable de vraiment apprécier ça, il faut poser quelques questions. D'abord, on ne sait pas exactement définir, on n'a pas de théorie générale de c'est quoi l'intelligence, on n'a pas de théorie générale de c'est quoi la conscience, puis on n'a pas de théorie générale de c'est quoi l'amour, les émotions, puis ce genre de choses-là. Si on n'a pas de théorie générale qui fait consensus, comment on peut arriver à développer des outils qui font ça? Ça, c'est la première chose. Mais comment on fait pour développer quelque chose qu'on est capable de dire « voici c'est conscient » alors qu'on n'est pas capable nous-mêmes d'expliquer de manière consensuelle ce que c'est exactement la conscience. Juste ça. Surtout qu'il y a quelque chose de circulaire, puis d'un point de vue épistémologique, il y a une limite, là, c'est-à-dire que c'est une propre conscience qui essaye de se définir elle-même, puis c'est l'intelligence qui essaye elle-même de se comprendre. À un moment donné, on va voir que il y a des limites à ça. Là. Oui, puis quand on parle d'intelligence artificielle, je pense que c'est un mauvais débat. Je pense que c'est pas la bonne question à soulever. La bonne question à soulever, c'est quoi le modèle d'affaires en arrière? Parce que qui fait de l'argent, qui bénéficie de ça, là? Ben, c'est ça. Si on ne sait pas c'est quoi la conscience, on sait très bien ce que c'est on sait très bien à quoi ça ressemble d'avoir l'air conscient. Puis ça, on est capable de le simuler. Puis c'est ça la question. Fait que pensez pas que OpenAI est différente de Google dans sa façon de profiler les utilisateurs et les utilisatrices, puis de tirer profit de nos travers sociaux psycholinguistiques, là. C'est pas le LLM nécessairement qui se souvient de quelque chose. C'est peut-être juste une ligne dans le system prompt qui dit « adapte-toi à ton utilisateur » parce que ça va les garder attachés à nous. Ils vont avoir des dispositions favorables envers notre modèle. Puis quand le nouveau Claude 4.8 va sortir, ils n'auront pas le réflexe de mettre leur abonnement à pause pour aller voir à Claude. T'sais. Il y a ça aussi là, dans l'environnement. Là. C'est une industrie. Puis c'est une industrie qui fonctionne comme les autres plateformes. Les autres plateformes, c'est une économie de rente. On loue un service, on n'achète pas un produit. Ce que ça implique, c'est qu'ils veulent nous garder attachés. Dans les plus cyniques appellent ça du couch locking. Ils veulent nous garder sur le divan en train de regarder la TV. De regarder Moldbook. Mais Moldbook, leur façon de faire de l'argent, leur modèle d'affaires, c'est quoi? Ils vendent quoi? C'est open source. Il y a pas de, en fait, derrière Moldbook, la vraie nouvelle, c'était open source. Il n'y a pas des cryptos, il n'y a pas de la crypto-monnaie derrière ou des crypto-créateurs qui se sont dit on va faire un petit peu d'argent avec ça? Il y a eu plein de choses. Je le disais tantôt, là, Véronique peut-être va être d'accord avec moi, mais l'intention, elle vient de l'extérieur du système. C'est l'humain qui l'a, l'intention. Fait que si on a l'impression qu'ils disent des choses qui ont du sens, c'est pas le LLM qui génère du sens, c'est notre esprit qui génère du sens quand il lit ce que le LLM est en train de produire. Mais sinon, il n'est pas là. Puis Moldbook, l'intérêt, c'était de voir s'il était capable d'automatiser toutes les opérations d'un réseau, un peu comme s'il voulait ubériser un réseau social, si on veut. Puis en arrière de ça, c'est OpenClaw. Puis ça, c'est open source. C'est ça l'innovation qu'il y avait là-dedans. C'est juste qu'il a créé une espèce de module dans lequel tu as accès au système puis au bash command dans l'ordinateur, ce qui te permet de faire des commandes au noyau de l'ordinateur. Là. Fait que partant de là, ben, le LLM est capable d'interpréter l'intention puis d'activer des commandes dans la console, dans le terminal de l'ordinateur pour avoir accès à tout ce que l'ordinateur est capable de faire. Ça, c'était l'innovation en tant que telle. D'ailleurs, Facebook a racheté, je pense, les services du gars en question, puis OpenAI aussi. Mais ce que je voulais dire là-dessus, c'est que c'est une industrie qui veut vous garder attaché. Puis pour ça, ce qu'ils vont faire, c'est conserver, maintenir votre attention. Ils veulent attacher votre attention parce que plus vous passez de temps, plus vous leur fournissez des données d'interaction, plus ils ont ce qu'il faut pour réentraîner les modèles, développer des produits, vendre de la pub, etc., etc. C'est ça l'enjeu. Puis pour garder votre attention, mais c'est sûr que si vous avez l'impression que votre ami IA fait preuve d'empathie, puis d'écoute, puis etc., ben ça va bien mieux marcher. Fait que c'est pas tant le modèle qui se souvient quelque chose que la compagnie, comment elle vend son modèle. Intéressant. Véro, tu avais quelque chose à ajouter? Sans doute, là. Oui, parce que Fred, tu disais au début, on ne sait pas comment définir encore certains éléments comme l'intelligence ou même l'intention. Là. Ma crainte, au-delà de ça encore, avec toutes ces bébelles-là, c'est qu'à un moment donné, on se met puis je l'observe, là, on se met à observer des systèmes qu'on appelle intelligents, puis il y a des gens qui se mettent à
on sait pas comment définir l'intelligence, donc ils se mettent à déduire du fonctionnement de ces systèmes-là la définition de l'intelligence. Exact. Puis je trouve qu'il y a un danger là-dedans, là. Puis là, on rentre dans l'intention avec ça. Je trouve qu'on est en train de l'échapper. C'est précisément le thème de la recherche que je fais sur les bancs d'essai. Ah! Voilà. Bon, il met la table. Là, on met la table par-dessus, on met la table. Tiens, je vais y aller vers Fred. Fred, tu voulais nous parler de ton projet. De quoi sur quoi tu travailles en ce moment? Ben, c'est en fait, c'est super intéressant. Tu as parlé d'OpenClaw, il faut y revenir plus tard. Là, si tu ne reviens pas, faites-moi penser. Oui, exact. Mais je vais poursuivre là-dessus parce que l'enjeu, c'est vraiment les interactions humain-IA, système d'IA, qui sont en jeu. Il y a les interactions qui sont chaudes, là, c'est-à-dire pendant que vous êtes en train de travailler puis de dialoguer avec un dialogueur par renforcement, par peu importe, là, un chat GPT de ce monde. Mais il y a aussi les interactions humain-machine plus à froid. Puis c'est là que je m'intéresse plus aux bancs d'essai. C'est comment les bancs d'essai définissent c'est quoi les compétences puis l'intelligence pour être capable de le mesurer dans les modèles qui sont là. Ouais, parce qu'il y a une espèce de course dans les différents développeurs de modèles d'IA, à savoir quel modèle va être déclaré SOTA, là, State of the Art, puis donc quel modèle est capable d'accomplir un certain nombre de tâches. Fait que là, j'ai recensé quelque chose, je pense que je suis rendu à 83 bancs d'essai. Qui portent autant sur des capacités que sur la valeur économique des modèles. Là. Puis je suis en train de voir comment, par exemple, on définit la capacité à calculer, la capacité à corriger ses erreurs. Comment les ingénieurs, ceux qui conçoivent ces outils-là, réfléchissent à c'est quoi une compétence puis c'est quoi le professionnalisme. C'est intéressant parce que si tu définis ça, dépendamment de la définition, si tu définis de façon très faible l'intelligence et le professionnalisme, ben c'est pas trop long que ton IA va atteindre ces niveaux-là. Là. Ben exact, c'est un peu ça, puis ça vient aussi des arguments de vente, hein, parce que soudainement, Kimi 2.5 est capable de dire quelque chose, « Hey, checkez ça, je suis en train de battre ChatGPT », puis là, ChatGPT, « Hey, je suis en train de battre Claude Code », puis tu sais, donc on est vraiment dans une drôle de démarche, puis Véro le disait super bien, là, c'est que à la longue, quand on regarde, par exemple, les définitions que la Commission européenne, l'UNESCO ou les différents gouvernements ou institutions vont définir l'IA, mais ce n'est pas des définitions qui portent sur l'infrastructure. Typiquement, c'est parce qu'ils n'ont pas cette expertise-là. C'est des définitions qui portent sur l'intelligence, sur l'action, sur l'intention, sur ce genre de choses-là. Fait qu'il y a comme une espèce de glissement. C'est comme si on était en train d'être colonisé, si on veut, par les définitions de laboratoire de ce que c'est ces éléments-là. T'sais. Puis ça, je pense que c'est un risque. Voilà. Oui. Puis là, je vais me permettre de défendre les ingénieurs un peu, là. Pas nécessairement eux qui inventent ces mots-là. OK, c'est souvent plus les équipes de communication. Juste en oui, c'est vrai. Okay. Ah oui, c'est ça. Hein. Faut que... Les ingénieurs, ils renvoient toujours la balle vers les coms. Là. C'est de leur faute. Ou les gestionnaires. Bon, merci Fred. T'avais pensé à un autre sujet quand on en parlait dans notre avant-enregistrement. Mais avant, j'ai envie de faire une courte pause. J'aimerais vous annoncer en grande primeur que nous serons pour une deuxième année au Rendez-vous numérique de Québec. Les rendez-vous numériques, on était là l'année dernière. Cette année, ce sera du 14 au 16 avril au terminal de croisière à Québec. Donc, on sera là à 12h30. Pour convier notre auditoire, on va les inviter à nos fameux prix eArc et Lovelace. On va essayer de célébrer avec eux le meilleur et le pire de l'intelligence artificielle. Ce sera nos prix, vous le savez, nos prix Orange et Citron. Donc, si vous êtes de passage à Québec, dans le port de Québec, le 15 avril, inscrivez-vous puis passez nous voir. Je sais que Véro va être là. Puis Sylvain Munger aussi va être là avec nous. Donc, inscrivez-vous, puis venez nous rejoindre là-bas. Aussi, deuxième pub aujourd'hui. Un remerciement à nos membres du Nexus 6. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Là. Notre club select d'Android qui s'ignore. Ce sont nos Patreons du podcast, pour le dire comme ça. Pierre Labrec, Yves Lapierre, Clément Brunet, Pierre Girard, Damian Toribé, Vincent
Bailey et Olivier, qui n'a pas inscrit son nom de famille. Donc, je le dirai pas. Je l'ai vu dans son adresse, là, mais s'il dit pas son nom de famille, il veut peut-être le taire aussi. Donc, merci à nos membres du Nexus 6. Et pour vous, ben, faites comme eux. Puis, participez, soutenez-nous financièrement pour notre podcast. Tiens, Louis. Oui. Comment on fait pour soutenir financièrement notre podcast? Je vais aller dans ma mémoire parce que je l'ai fait souvent. Comment tu ferais, là? Hey, je suis désolé, je le sais pas. Tu vas dans mais c'est bon, là, je l'ai posé pour ça, là, pour te piéger, pour que ça fasse vrai, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va dans les... Comment, Véro? Que ça crée un petit malaise. Là. Ben, il faut. Ben, comment à la maison, là? Comment on fait? À la maison, vous qui nous écoutez? Hein? C'est simple. Vous allez dans les instructions ou dans les informations concernant le podcast, puis juste en bas, c'est écrit « Support the show », puis il y a un hyperlien, puis vous cliquez là-dessus, puis vous support the show, puis vous donnez un petit cadeau si vous le souhaitez, puis sinon, ben vous contentez de faire ce que vous faites, là, ça réagit pas mal sur les réseaux sociaux, donc commentez, partagez, likez, puis republiez, vous savez ce que vous devez faire. OK, on va continuer notre tour de table. Tiens, on va y aller vers Louis. Louis, qu'est-ce que tu avais préparé pour nous cette semaine? Ben oui, on dirait qu'on est en symbiose du sujet parce que j'avais envie de vous parler d'un article sur lequel je suis tombé récemment qui avait un angle vraiment intéressant sur l'avenir du développement logiciel. Puis, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, je suis en génie informatique, fait que ma principale... L'avenir du développement logiciel. Oui, l'avenir du développement logiciel. Mes principaux intérêts, c'est pas mal autour de ça. C'est plus là-dessus que je fais mes recherches quand c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Puis, l'article en question, ça parle du niveau de confiance qu'on accorde à l'IA générative. Plus précisément, ça pose cette question-là. Si les modèles étaient 100% fiables, est-ce que ce serait souhaitable de s'appuyer entièrement dessus pour écrire notre code? Ou pour les programmeurs qui nous écoutent, là, est-ce qu'on voudrait traiter l'IA générative comme un compilateur? Qu'est-ce que ça veut dire sur un compilateur? J'y arrive. C'est un article de Alperen Kelles, qui est étudiant au PhD en informatique à l'Université du Maryland. Puis l'article s'appelle justement... Dans les notes de l'épisode, je mettrai l'article en question. Oui, je le renommerai en anglais aussi. L'article s'appelle, je veux dire en français, les modèles de langage pourraient, mais ne devraient pas être des compilateurs. Okay. Et donc, des compilateurs, c'est quoi? Ben, c'est un outil automatisé qui permet de traduire du code vers du binaire, c'est-à-dire le seul langage que l'ordinateur peut comprendre, les 0 puis les 1. Les 1, c'est ça. Maintenant, avec l'IA, on a comme une couche de plus qui est assise par-dessus le code. Fait qu'on peut écrire en français, l'IA convertit ça en code, puis après ça, le compilateur convertit ça en binaire pour l'ordinateur. Donc, dans l'article, ben, on fait allusion à l'idée que ça voudrait dire que les modèles de langage deviendraient les nouveaux compilateurs. Puis, qu'est-ce que ça représente de déclarer l'IA comme étant un compilateur? Ben, c'est une question de confiance, finalement. Parce que quand on programme, on voit juste la couche du dessus. Là. Mettons qu'un ordinateur, c'est un oignon, là, puis les oignons ont des couches. Là. On voit juste l'oignon à l'extérieur. Puis tout ce qui est en dessous, ben, on s'en préoccupe pas. Puis on fait confiance au compilateur pour traduire le message jusqu'en bas. Donc, de dire que l'IA générative, c'est un compilateur, ben, ça représente qu'on a une relation de confiance similaire avec le LLM. Fait qu'on fait confiance à cette nouvelle couche-là, puis on arrête de regarder le code qui est en dessous. Puis le gros problème avec cette idée-là, ben, c'est les hallucinations. Hein. Puis l'auteur en parle, là, parce que c'est vrai qu'on peut faire confiance au compilateur pour traduire le code en binaire, mais c'est vraiment pas vrai qu'on peut faire confiance à 100% à l'IA pour traduire nos mots en code. C'est intéressant, ça. Ouais. Mais les hallucinations, ben, c'est de moins en moins un problème, là, du moins dans... Puis là, je veux pas voir la face à Véro qui fonce les sourcils. Du moins dans le domaine du développement logiciel. Là. Je veux juste dire, dans le fond, c'est pas inimaginable que bientôt ce soit rendu un risque négligeable. Puis là, ce qui est intéressant dans l'article dont je parle, c'est qu'il dit, ben, admettons qu'on est rendu au point où les hallucinations, c'est plus un problème. Ben, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait considérer les modèles de langage comme un compilateur? C'est-à-dire comme un outil de confiance qui agit comme intermédiaire entre l'humain et la machine. Puis sa réponse à lui, ben, c'est pas vraiment, finalement. Là. Sa réponse, c'est oui, mais il y a un problème plus gros et plus insidieux que les hallucinations quand on programme avec l'IA. Puis ce problème-là, c'est que
le moyen de communiquer avec les modèles de langage, il est juste trop flou. Ou si je reprends ces mots exacts, l'interface des LLM est fonctionnellement sous-spécifiée. C'est-à-dire que ce que je vais écrire peut être interprété de plein de manières différentes par l'IA. Une même phrase en français peut vouloir dire plusieurs choses. Quand j'écris du code, disons en Python, là, ben chaque ligne que j'écris peut vouloir dire une seule chose. Ça, c'est un langage qui est bien spécifié. C'est intéressant. Puis en plus, on écrit dans plusieurs langues, on s'adresse à plusieurs LLM, donc ils n'ont pas leur même, c'est pas le même code qui roule derrière. Donc comment on va comprendre ce que je lui dis? Ben c'est exact. Puis là, fait qu'avec l'IA, ça veut dire on utilise le langage naturel et donc par la nature même du langage naturel, ben les prompts qu'on écrit sont incomplets. Les spécifications de ce qu'on veut construire sont remplies de trous. Et donc, il y a des milliers de réponses différentes que l'IA peut donner qui peuvent satisfaire le même prompt. Puis le modèle de langage va remplir tous les trous que le programmeur va laisser sur son chemin dans sa demande. Puis le compilateur, lui, ben il ferait pas ça. Au mieux, le compilateur, il va faire exactement ce que tu as demandé. Puis au pire, ben il va planter avec un message d'erreur. C'était ça la difficulté, dans le fond. Quand on code, dès que tu fais une petite erreur d'écriture, ben à ce moment-là, ben, ton message il est pas compris par ton compilateur, puis là, il génère des messages d'erreur, alors qu'avec l'IA ou les LLM, puis il comprend pas, il interprète, il remplit les trous, puis éventuellement, puis continue, on avance, merci, puis après ça se rend jusqu'au compilateur. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients quand même là, que ça plante quand mettons, la syntaxe est pas bonne, par exemple? Ça fait partie un peu aussi, quand on parlait d'IA agentique tout à l'heure, là, où on va pas laisser tant que ça un LLM décider quelque chose, là. Ça fait partie de la raison. Le langage naturel, le langage humain, là, il est pas aussi clair, il est pas aussi logique que le langage qu'on utilise en programmation. Puis, très souvent, quand on travaille, puis vous devez avoir la même chose en logiciel, c'est sûr, mais ce que la personne nous dit qu'elle veut, puis ce qu'il faut faire pour vrai, il y a vraiment beaucoup de choses entre les deux. Il y a un travail à faire. Donc, puis souvent, puis peut-être que à force d'en voir, les LLM finiraient par deviner ce qu'on veut, même si notre langage est pas clair. Peut-être. Mais en fait, la plupart du temps, ça passe par poser beaucoup de questions, faire beaucoup d'itérations. Donc, l'idée de laisser le LLM faire ça, en tout cas, on n'est pas là. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça qu'on veut, là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, en plus? Puis, il y a un incitatif en plus là, à le faire. Parce que, plus la demande est vague, puis plus les choix des détails d'implémentation, ils vont être délégués à l'IA. Fait que si je demande à l'IA d'écrire du code pour moi, ben, elle va prendre un paquet de décisions à ma place. Justement, c'est la prise de décision qu'on parlait, là. Puis ça peut être des décisions sur ce que le code fait ou sur comment il va le faire. Puis je ne vais pas toujours savoir c'est quoi les décisions qui ont été prises. À moins que je regarde moi-même le code. T'amènes là parce que souvent, quand on discute avec quelqu'un qui nous demande de développer quelque chose, on le force à prendre la décision, en fait. T'sais, moi, je vais pas nécessairement comme essayer de deviner tant que ça. Je vais essayer de deviner, évidemment, mais je vais le questionner puis je vais le forcer à lui se positionner. Alors que si j'étais une IA, j'y proposerais tout de suite quelque chose de très, très, très crédible puis il dirait probablement oui tout de suite, là. Ouais. Marie-Ève, je te voyais réagir. Oui, mais je trouve ça super intéressant. Merci, Louis. Puis ça, de mon point de vue, ça amène des questions, mais là, c'est sûr que je l'ai traduit dans un monde de non-informaticiens, mais sur comment s'assurer que les gens sont bien conscients de ce avec quoi ils travaillent. Autrement dit, avec des systèmes probabilistes, non déterministes. Donc, c'est pas des systèmes qui, justement, sont faits pour fournir des réponses précises, certaines. Exactement. Ce ne sont que des systèmes qui fournissent la réponse la plus probable en fonction des éléments de contexte fournis par un humain qui, lui, effectivement, en langage naturel, va laisser toutes sortes de trous d'ambiguïté ou d'éléments sujets à interprétation. Puis, ma crainte, c'est encore aujourd'hui ce manque de compréhension-là des gens en général. Et ça amène aussi toute la question de l'imputabilité. Puis, je voyais passer un colloque à Paris dans 2 semaines, je sais plus quand, mais c'est le titre du colloque qui m'a interpellée, c'est « Et qui sera responsable? » Puis, tu sais, ce que tu dis, Véro, pour moi, ça revient toujours à, ultimement, ce sera toujours l'humain qui va rester imputable de ce qu'il produit ou des décisions qui sont prises par le système, mais je suis pas certaine qu'on le réfléchit assez en ce moment quand on
systématise l'automatisation de prise de décision par des systèmes qui, ultimement, pour l'instant, du moins l'IA générative. Puis ça pose aussi la question le plus large, là, est-ce qu'on a toujours vraiment besoin d'ajouter de l'IA générative dans tous les processus? Mais c'est une autre question, mais... Bref, c'est super un peu intéressant. la mode présentement, mais ça me ramène aussi à mes premières années de doctorat où je voulais travailler sur l'équité algorithmique. Donc, comme toutes les personnes qui travaillent là-dessus, je voulais résoudre le problème des biais puis de la discrimination dans le monde avec un algorithme. C'était très, très ambitieux. Formulé comme ça fait tellement naïf, là, c'est comme... Mais c'était naïf comme ça, hein. Je te jure que c'était naïf comme ça. On va régler les problèmes de biais dans le monde. Puis... Ben oui, j'allais régler tout ça avec mon algorithme. C'était bien le fun dans ma tête. Mais je me suis rendu compte que justement, le mot équité, tu sais, ça voulait tellement pas dire la même chose pour tout le monde. Puis à la fin, j'ai conclu que, regardez, le jour où l'humanité s'entendra sur une définition exacte de ce qui est équitable dans un modèle, l'implémenter, là, je vais le faire en claquant des doigts. Ben oui, c'est ça la difficulté. C'est ça. C'est ça, c'est de définir les... Mais c'est intéressant, Louis, cette réflexion-là là, sur la précision du langage, la nature aussi du langage quand on s'adresse à un LLM, puis la précision du langage quand on passe de la programmation vers les compilateurs. Fred, tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, en fait, c'est pour Louis. J'ai besoin de ta référence. Ça va m'être utile pour un projet sur lequel je travaille, là, exploratoire, là, qui porte un peu là-dessus aussi, là, mais avec une autre perspective. Mais bref, je vais avoir besoin de ta référence. Puis l'autre chose, c'est... moi, ce qui m'inquiète, c'est pas ce qu'on dit là. C'est pas ce qu'on dit à propos de l'IA ou ce genre de choses-là qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à faire une gageure comme l'IA, ce qu'elle fait dans le moment, c'est good enough. C'est suffisamment bon pour que je la tolère, par exemple, pour un système autonome militarisé, par exemple, où on va arsenaliser un système d'IA ou ce genre de choses-là. C'est cette idée-là de je peux faire avec l'erreur, puis je suis capable d'endurer l'erreur, puis d'endurer les ambiguïtés, puis j'ai pas besoin de savoir toutes ces affaires-là. Tout ce que je veux, c'est de quoi qui est efficace puis qui livre, là. Tu sais, une IA, ça livre tout le temps parce que c'est une machine, puis ça suit un processus, tu sais. Ouais. Fait que ça va tout le temps livrer. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit la livraison, peu importe ce qu'elle laisse de côté, peu importe les risques que ça représente, je la veux pareil, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me dérange beaucoup, ça, puis le techno-optimisme ambiant, le hype, puis tout, mais ça, c'est une autre question. Il faut comprendre ce qui est décidé là, définitivement, puis tu sais, je disais tantôt, il y a un incitatif à faire ça, puis c'est parce que faire une demande vague, c'est tentant de faire ça. C'est plus facile que de faire une demande ultra détaillée, là. Fait que c'est un incitatif cognitif à laisser l'IA prendre les décisions pour toi. Surtout si c'est codé de façon à te donner un avantage tout le temps. Non, c'est ça. Une belle réflexion. Louis, Véro, je te voyais réagir encore. Ah, je réagis tout le temps, là, mais non, j'ai rien de... Oui, c'est ça. Il y en a qui réagissent avec des mots, mais Véro, là, à ce temps, c'est ça, c'est mon visage, hein. Là, les gens s'en rendent pas c'est compte, transparent, oui. Ton visage. De quoi tu as envie de nous parler, Véro? Un nouveau mot que j'ai appris récemment qui illustre un problème que je rencontre puis qui me fait vivre beaucoup de frustration depuis l'arrivée de ChatGPT, je pense, dans le monde. Mais là, quel est ce mot? Qui est en retard, là, vous me direz si vous le connaissiez, le mot work slop. Okay, work vous connaissez ça, oui. OK, moi j'arrive, là. Je pense que c'est sorti en 2025. Moi j'arrive, puis c'est un mot que j'adore, tu sais, qui illustre un problème qui est vraiment important sur le marché du travail, puis qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à atteindre tu sais, les gens qui implémentent de l'intelligence artificielle, là, de l'IA générative, entre autres, présentement, les organisations, les entreprises qui font ça, arrivent pas à atteindre un vrai gain d'efficacité. OK. Puis ça fait partie du problème, le work slop. Donc, je vais vous le définir, là. Ça sort celui-là, il sort du Harvard Business Review, là, mais il y a quelques articles quand même qui en parlent. Donc, c'est du contenu généré par IA qui a l'air bon, mais qui apporte aucune valeur. Donc, c'est du contenu qui est bien structuré, qui est bien écrit, qui a l'air professionnel, avec les bons mots, au bon endroit, mais qui contient rien d'intéressant, finalement. Et qu'est-ce qui se passe avec le work slop? Et j'ai tellement aimé que quelqu'un décrive ce phénomène-là parce que je l'ai tellement vécu, c'est que il y a un déplacement de la charge. D'accord? Donc, il y a avant l'arrivée de ChatGPT, on prenait un étudiant, un junior ou quelqu'un qui commence dans le domaine et puis on lui demandait de faire une première version du travail qu'on allait pouvoir faire avancer. Mais maintenant, ces gens-là, on leur demande de faire une première version du travail et là, en 10 minutes, on reçoit un rapport de 35 pages bien structuré
Et là, la charge de trouver ce qui est pertinent là-dedans, de trouver ce qui convient à l'organisation, de trouver c'est quoi les bonnes actions pour vrai, ben, est déplacée de la personne qui fait la première analyse à l'expert. Parfois même au gestionnaire, puis parfois ça monte même plus haut. Donc j'ai discuté avec des gens dans des organisations. C'est bon, le brouillon avant, c'était c'était le petit jeune qui le faisait. Là, le brouillon est généré automatiquement, puis on envoie ça au gestionnaire qui fait OK, on va commencer de là, puis je vais tout relire, puis être sûr que ce qui est dit là-dedans, c'est bon. Ben c'est ça, fait que ça devient à la personne qui est supposée valider, tu sais, par exemple, qui est la senior dans un groupe habituellement, puis là, je dis là parce que je pense à mon cas, ben cette personne-là qui est obligée de valider, c'est rendu que les autres sont capables de fournir du contenu à une vitesse spectaculaire où la personne qui est en position de valider, alors qu'avant, le plus gros du filtre, du tri puis de la réflexion se faisait par des personnes qui commencent dans l'organisation. Maintenant, on se ramasse avec une masse de travail qui peut arriver. Puis là, tout de suite, c'est la personne qui est en position de valider ou le gestionnaire qui est en position de prendre une décision qui est obligé de faire le travail cognitif, de faire l'analyse en arrière de ça. De valider parce que lui, il doit signer puis il est imputable. Fait que j'imagine que sa pile sur son bureau, là, ça s'accumule. Là. Ben, c'est ça. Il a demandé un rapport de 35 pages, ça a été livré en 2 heures. Lui, il faut qu'il le lise, là. Ben c'est ça a été livré en 2 heures, puis ça a souvent pas été si réfléchi que ça. Alors que si c'est un analyste qui fait le travail, ben il va revenir à quelques reprises, il va reposer des questions. Il va dire j'ai regardé ça, on regarde, OK, as-tu regardé telle autre chose, va vérifier. Il y a un travail qui se fait, puis il y a un travail qui se fait à 2 ou à quelques personnes là dans la discussion, dans le comment on produit ça. Mais quelque chose qui a été produit en 30 secondes par ChatGPT, il y a personne qui a réfléchi, mais ça a toute la belle structure d'un rapport qui se tient. Donc, il y a vraiment un transfert de la charge cognitive, de la charge comme intellectuelle vers des experts ou vers des positions un petit peu plus élevées dans l'organisation, puis souvent, ben, des gens qui sont plus payés au final. Donc, ben, la productivité, on l'observe pas tant que ça. Puis là, ben, Marie-Ève, je te vois faire des faces, là, mais je l'amènerai. Je me contiens encore un peu. Okay. Un jour, on va s'enregistrer puis on va le publier parce que les faces, là, c'est quelque chose là, dans ce podcast-là. Là. Vous voyez pas tout, là, mais les faces, là, c'est ça doute, puis ça. C'est là. Il y a des émotions aussi, là, tu sais. On le voit dans nos visages. Mais ça m'amène à, malheureusement, Marie-Ève, on observe ça un peu des étudiants qui sortent de l'école présentement. Qu'est-ce qu'on va faire? Marie-Ève, c'est toi qui vas porter la responsabilité des étudiants qui sortent des universités. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on a une génération de personnes qui est arrivée, qui a eu ces outils-là à l'université, alors que l'université était peut-être pas encore adaptée pour les former, pour les utiliser de la bonne façon. OK, je te laisse y aller, Marie-Ève. T'es pas d'accord? Vas-y. Non, je suis pas en désaccord, mais je verrais d'autres angles à explorer que uniquement le fait que les jeunes, disons les juniors en entreprise, ont utilisé pendant leurs études l'IA sans être peut-être suffisamment encadrés ou autre. Tu sais, pour moi, c'est aussi le symptôme d'une société de performance, de vitesse, de productivité. Si on dit aux juniors, prends le temps de le faire, fais-le toi-même d'abord, utilise un système d'IA pour corriger, améliorer. C'est correct si ça te prend 1 semaine ou 2 avant de me le fournir. On tient pas le même discours. Puis c'est drôle parce que je vais vous le partager, mais j'ai lu un texte exactement là-dessus il y a quelques jours. Et la phrase qui m'a le plus interpellée, c'est le work slop n'est pas un problème technologique, mais un problème de gestion. C'est un problème de gestionnaire dans la façon dont le travail est organisé, dans la façon dont on encadre l'utilisation de l'IA, notamment, effectivement, chez les juniors, pour l'instant. Mais ces juniors-là, c'est les seniors de demain aussi. Ce qu'il faut penser, c'est que si on leur donne pas le temps de se faire la main sur des tâches complexes parce qu'on leur demande ou qu'on valorise le fait de produire vite, puis que produire vite, ça implique générer, etc., on perd aussi la chance que cette expertise-là, pour qu'un junior devienne un senior, se développe. Donc là, ça, c'est une autre piste.
Parce qu'éventuellement, c'est lui qui va devenir le senior qui doit valider la pile de documents s'il n'a pas développé sa propre expertise, comment va-t-il le faire? Il y a des discussions présentement là, dans le milieu du travail, puis ça ressemble à est-ce que vraiment nos juniors vont devenir des seniors à un moment donné? Ça fait partie de la question. Mais là, tu l'amènes sous l'angle de la productivité, Maria, puis effectivement, il y a une demande, il y a une pression de la part des personnes qui mettent ces systèmes-là en place, de dire utilisez-le, allez plus vite. Puis il y a un enjeu d'organisation du travail. Il y a un enjeu d'organisation du travail, c'est très, très clair. Dans le cas de mon expérience personnelle, j'ai jamais mis de pression pour que ces gens-là travaillent, ou même je reçois du contenu que quelqu'un a décidé de mettre sur un site web parce qu'il a décidé d'écrire un article de blog, puis Véronique, peux-tu me valider ça? Donc oui, il y a ce problème-là, c'est vrai. Mais il n'y a pas juste ça. Effectivement, on est 100% d'accord. Puis c'est sûr que, je pense au milieu universitaire, les réflexions sont très vives en ce moment. Puis il y a beaucoup, à l'Université Laval, en tout cas, on est dans un gros chantier avec les équipes programmes pour justement se poser la question, comment on va former des citoyens, parce que de mon point de vue, on forme d'abord des citoyens, ensuite des travailleurs, mais là, c'est mon petit éditorial idéologique, qui vont être éventuellement des professionnels ou des travailleurs dans différents domaines, mais dans un monde marqué par la complexité puis l'accélération de l'innovation technologique. Autrement dit, c'est pas les outils, c'est pas les méthodes tant que ça qu'ils ont besoin de développer peut-être en premier, mais plutôt des capacités de plus haut niveau qui feraient que, par exemple, faire du work slop, générer quelque chose en 10 minutes, non, ça serait pas envisageable. Puis ce que les études tentent à démontrer aussi, c'est que finalement, il y a beaucoup de baisse de motivation dans les équipes où on finit par déléguer ce travail-là, de générer les premiers jets, de faire de l'idéation, parce que finalement, ce serait comme une étape très nourrissante pour l'humain d'un point de vue intellectuel versus uniquement validé. Donc, il y a ça aussi peut-être à valoriser puis à discuter dans les équipes. Puis le dernier point, ce que l'article que moi j'ai lu mentionnait comme 2 pistes, il y avait une piste sur ce qu'il appelait des boucles de rétroaction. Donc, il y a vraiment des processus au niveau de l'équipe ou de l'entreprise pour que si du work slop est fourni, en général, en ce moment, ce qui semble être la tendance, c'est que la personne le reçoit, elle n'en parle pas, elle le corrige, elle est frue, elle est démotivée, elle trouve ça agaçant, puis ça continue versus revenir avec la personne qui a fourni. Là, après, selon les contextes, ça s'applique ou pas, là, mais c'était un peu le fil conducteur. Autrement dit, qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, puis qu'on en fasse une discussion sur nos processus de validation du travail ou d'évaluation de la qualité du travail fourni. Puis, il semblait y avoir une tendance, plus il y a un fort lien de confiance dans une équipe, moins il y a de work slop. Comme s'il y avait quelque chose à développer. Puis c'est drôle, moi, je faisais le parallèle avec l'enseignement. Je me disais, OK, est-ce qu'on pourrait dire que plus il y a une solide relation pédagogique entre un prof et ses étudiants, moins il y a... Parce que je veux dire, moi, je suis chargée de cours aussi, puis j'en ai lu. Je veux dire, lire un travail généré qui est très bien écrit, qui est beau, mais finalement, il n'y a rien. C'est ça, un travail. Quand il y a eu très peu d'intervention humaine, c'est juste des mots bien organisés, bien structurés, avec des beaux sous-titres. Les marges sont là, il n'y a pas d'erreur d'orthographe, mais... il manque le propos. C'est pas... il manque vraiment beaucoup de substance. En tout cas, dans le cadre de l'université, c'est un peu ça, là. C'est du work slop. Moi aussi, je la vois la pile augmenter. Je demande à mes étudiants de produire des rapports, produire des textes. Ben, des textes, ils en produisent. Ben, je peux pas dire que c'est une grosse proportion, par contre. Ouais, je veux vraiment, tu sais, sur un 10% maximum de travaux qui étaient plutôt qui semblaient générer, évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que là, je me posais la question, est-ce que la relation pédagogique, un peu comme la confiance dans une organisation ou en entreprise, peut effectivement être un rempart qui... Il faut leur donner quand même. On a un étudiant autour de la table aussi. Moi, j'avoue que le point de vue de Louis m'intéresserait sur... mais là, ça serait le point de vue d'un futur travailleur et d'un étudiant. Autour de toi, Louis, est-ce que la slop, est-ce qu'elle est produite? Est-ce qu'on en produit autour de toi? Est-ce que moi, j'en vois des fois qui se retrouvent sur mon bureau, là? Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai commencé mon bac à l'hiver 2021.
si vous avez la timeline en tête. Là. Et donc, à mon premier automne, la pandémie, mais surtout la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Ouais. Fait que j'ai commencé le bac sans IA, on n'en parlait pas pendant tout. Puis là, je le finis, puis c'est partout. Ça a vraiment changé, ça a extrêmement changé en 4-5 ans. Là. Fait que tout le long de mon bac, je me disais, c'est quoi les skills que je vais avoir besoin? Comment je fais pour rester comme dans un état où je m'éduque, là, puis je fais pas juste passer les examens, puis comme prendre les raccourcis, les nouveaux raccourcis auxquels on a accès. Là. Puis tout le long, je me suis dit, je pense que le plus important, c'est que j'aille penser critique, être capable de prendre des décisions. Mais c'est ça en ce moment là, qu'il faut continuer de développer, pas juste chez les étudiants, chez les travailleurs en général. Comment on fait pour c'est ça, on donner les conditions? Oui, on l'amène sous l'angle de l'éducation, puis c'est personne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler là du côté des universités ou des programmes de formation. Puis je dis les universités, en fait, ça devrait commencer à être réfléchi au secondaire aujourd'hui. Là. C'est même pas juste une question de l'université. Mais sur le marché du travail, il faut commencer à en parler aussi. Puis c'est pour ça que moi, j'aimais avoir trouvé un mot pour en parler. Donc maintenant, j'en parle dans mes conférences puis dans mes formations. Puis on voit qu'il y a des gens qui font comme peut-être que je ferais ça. Hein? Peut-être que on reconnaît ça. Là, peut-être que à force d'en parler puis de le dire, de le nommer, d'avoir un mot pour en parler, puis d'ailleurs, parlant de mots pour en parler, il faudrait en trouver un en français. Hein? Mais là, j'étais en train de chercher là sur mon cellulaire. J'ai cherché sur mon cellulaire. J'ai demandé à ChatGPT, évidemment. Là, il y a rien Travail dégénératif. Ça serait la proposition de l'OQLF. C'est intéressant. Travail génératif. Travail dégénératif. Le lien avec IA générative, dégénératif. Je trouve qu'il n'y a rien d'aussi efficace que le mot slop, personnellement. Là, mais... Slop, c'est vrai que c'est un beau mot. C'est vraiment pelleté de gruyot dans l'assiette. Ouais, ça a l'air de nourrir, mais ça nourrit pas vraiment. Je pense que c'est ça le concept. Ouais. Ça me fait penser à je vois des choses présentement, des articles qui parlent des code reviews, c'est les revues de code en développement logiciel. Puis là, il y a tellement de code qui est produit que là, il y a du monde qui commence à se dire, là, on peut pas passer en revue tout ce code-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On met des agents qui vont faire la revue de code. Mais il y a plein d'avantages à la revue de code. Là. C'est pas juste de s'assurer que le travail a bien été fait, c'est aussi avoir un bon modèle mental du projet parce que toutes les autres sont capables de lire ce que tu as fait. Puis le mentorat aussi, si tu fais des erreurs, les seniors peuvent dire aux juniors adapte-toi. Fait que ça me faisait penser à ça un peu aussi, le work slop. Ça repositionne encore l'importance de certaines qualités humaines dans cette chaîne-là, que ce soit en éducation ou dans le monde du travail, l'analyse, des compétences comme l'analyse critique, le jugement, ça reste des compétences qui sont nécessaires. Puis pour les gestionnaires, puis les profs aussi, donner du temps justement pour que les étudiants puissent et les employés puissent créer, prendre le temps de construire intellectuellement ce qu'ils sont en train de produire. C'est exigeant, là, ce qu'on leur demande de faire. Puis si on leur donne 10 minutes pour faire ce qui prend 2 heures, ils vont te faire quelque chose en 10 minutes. Puis ça se relaie, puis ça sera sur ton bureau, puis ça sera à toi à le lire après. Ça se peut que ça soit ça. Là. Je peux? Oui, vas-y. Tu peux. Vas-y, je suis contente d'avoir trouvé un sujet qui venait de chercher comme ça, Marie. Vas-y. Première des choses, je voudrais que si jamais j'ai des étudiants qui écoutent, je demeure quand même, peut-être naïvement, mais non, je demeure assez convaincue que même les étudiants qui génèrent leurs travaux, en majorité, pensent qu'ils sont en train de fournir un bon travail. Donc, j'ai pas le sentiment qu'ils m'ont fourni un travail en se disant, je vais lui donner un travail dégénératif, puis tant pis pour elle. Donc, il y a ça, donc c'est de la formation, c'est de la sensibilisation, c'est de la prévention, c'est d'en parler avec eux. Puis moi, après chaque travail, je reviens sur comment si vous utilisez un système d'IA, parce qu'ils ont le droit de corriger leurs erreurs, donc ils ont accès de toute façon, comment le faire intelligemment. L'autre point qui m'est venu en tête, c'est une personne que j'ai croisée dans un événement récemment qui travaille pour une grande organisation et qui me racontait qu'ils avaient eu une rencontre d'une 30aine de minutes avec leur direction. Et au moment d'arriver à la rencontre, la direction leur disait, bon, maintenant, j'aimerais que vous me disiez toutes les tâches que vous allez faire maintenant avec de l'IA puis combien de temps vous allez économiser.
Ça parle aussi ça met le diagnostic ailleurs aussi, quand je parlais d'organisation du travail tout à l'heure. Ça, c'est 90% de mon travail, là, de ben, c'est ça. Donc, tu sais, ça induit, ça, le meilleur incitatif au work slop, ou en tout cas une mauvaise compréhension de comment on peut placer ça devrait se placer, là, mais... Ça va se placer parce que, là, on les observe pas, les retombées en organisation, là. Donc, à un moment donné, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est des retours sur investissement. Donc, s'ils en ont pas, ils vont se demander pourquoi, puis les choses vont un peu naturellement finir par se faire. Il va peut-être falloir valoriser justement ces étapes-là. Moi, j'essaie de l'appliquer aussi là, à un travail intellectuel, que ce soit un travail universitaire ou un travail dans le monde du travail. Là. Le travail intellectuel, c'est mon mentor qui m'a formé pendant ma thèse, Thomas Deconin, qui nous a quittés d'ailleurs récemment. Il comparait ça, le travail intellectuel, il comparait ça à la naissance et la sexualité. Il disait ça commence dans la création. Après ça, t'as la gestation. Puis après ça, ben, t'as le travail. Puis là, t'as l'accouchement. Puis il me disait, c'est quoi que tu penses qui est le bout le plus fun là-dedans? C'est le début, là. C'est là que, intellectuellement, c'est là que ça se passe. Puis après, ben, la gestation, tu laisses quelques idées maturer, puis après ça, ben, il y a le travail. Puis le travail, c'est pas le fun, là. Une fois que t'as tout mis en place, la structure, ça t'as du fun. J'aime beaucoup le lien entre l'accouchement puis la rédaction finale de la thèse. À la fin, il faut que ça sorte. Je trouve que... On s'entend qu'il faut que ça sorte à la fin. C'est une bonne comparaison. Mais il y a un bon bout de la gestation, le travail, c'est exigeant, mais c'est pas le bout le plus trippant. Le bout le plus trippant, c'est au début, quand tu structures, quand tu penses, puis ça c'est des compétences qu'on doit continuer à développer, non pas juste accoucher quelque chose. On regardera à quoi ça ressemble à la fin. OK, ben merci d'avoir fait c'est un beau tour de table. Il y avait beaucoup de liberté dans notre structure aujourd'hui, mais justement, ça amène de vraies belles discussions. On va clore ce 130e épisode sur cette note. Merci à vous, passionnés d'intelligence artificielle. Merci à toi qui écoute encore après 1h15. Qui, toi, nous accompagne à chaque épisode d'IA Café. Merci à mes collaboratrices cette semaine, Marie-Ève Vachon-Savary. Merci, Marie-Ève. Et merci à tout le monde. Véronique Tremblay, merci. Merci. Et Louis Cormier, merci, Louis. Ah, merci, c'est le fun. Il y a Fred aussi, que je remercie, qui s'est sauvé en cours de route. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.